Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui j'ai envie qu'on se pose ensemble pour discuter un peu du dernier rapport GIEC. Tu le sais, il est sorti il y a peu, tu as dû le voir partout sur les réseaux sociaux parce qu'on peut pas dire qu'on en ait beaucoup parlé dans la presse et dans les journaux télé, mais les réseaux sociaux en ont quand même un peu parlé je trouve. Pour ces derniers volets, c'est plutôt encourageant. Donc si tu ne le sais pas encore, le rapport GIEC, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est un énorme rapport scientifique qui étudie le changement climatique, ses causes, ses origines, son impact, son évolution et surtout qui propose des solutions à mettre en place pour lutter contre et pour préserver la planète, l'humanité, la biodiversité, si je puis dire. Évidemment, on va pas parler de toute l'intégralité du rapport GIEC parce que c'est colossal, c'est énorme, mais comme on est sur une chaîne qui parle d'océanographie, de biodiversité marine et d'écosystèmes marins, j'avais envie qu'on se pose ensemble 5 minutes pour essayer de voir brièvement quels sont les points soulevés dans ce rapport GIEC concernant l'océan et concernant du coup ce qu'il propose de mettre en place. J'ai envie de dire rien de nouveau sous les tropiques, mais on va faire le point ensemble si tu ne sais pas par où commencer, si tu sais pas vraiment quelle est la situation concernant l'état de l'océan à l'heure actuelle, tu auras un petit résumé de la situation globale. Donc concernant ce 16e rapport GIEC, il se concentre plus précisément sur les données scientifiques qui ont été recueillies entre les années 2015 et 2021, donc ces dernières années. Et comme je te disais, sur le changement climatique globalement, nous, on attaque directement du côté de l'océan. Donc un premier point qu'on peut dégager de ce rapport GIEC, c'est que, comme on le sait, l'océan absorbe plus de 30% de nos émissions de CO2 issues des activités humaines, mais qu'aujourd'hui, il n'y a que 3% de l'océan qui est protégé par des mesures fortes et que ce rapport GIEC, il nous invite et il recommande de protéger au moins 30% des espaces marins et des espaces terrestres d'ici 2030. Autant dire qu'on est très loin de l'objectif. Notamment en France, on a quand même un retard considérable en termes de protection de l'océan, des aires marines, et que le problème des aires marines, c'est qu'il y a au final, et à plus forte raison en France, autant de gestion d'aires marines qu'il y a d'aires marines. Donc il y en a des qui sont très efficaces et qui marchent très bien, et d'autres où elles n'ont d'air marine que le statut d'air marine. Donc il faut vraiment travailler là-dessus en priorité. Pourquoi il faut protéger ces écosystèmes marins et pourquoi on recommande de protéger au moins 30% des écosystèmes marins? Parce que on sait que la destruction des écosystèmes marins, ça va causer des effondrements en cascade, ça va faire l'effet boule de neige ou ricochet, je sais pas comme tu préfères l'appeler, mais ça va avoir évidemment une perte de la biodiversité, une perte des ressources en termes d'habitat, en termes de ressources alimentaires, de ressources financières. Donc les répercussions, elles vont être énormes tant sur la santé physique que mentale de la population humaine. Et évidemment, comme je te disais, la sécurité alimentaire et économique. On a énormément de peuples et de populations qui dépendent de la mer pour vivre et pour s'alimenter. Nous, je pense qu'en termes de France hexagonale, on a la chance de pouvoir manger autre chose que du poisson, de pouvoir vivre autre chose que de la pêche, même si on a une partie de nos Français qui vivent de la pêche aussi. Mais tu comprends bien que pour des populations qui dépendent entièrement de l'océan, il faut protéger ces ressources maritimes. Un deuxième point qui va avec les aires marines et la protection des écosystèmes, c'est évidemment le réchauffement climatique et le réchauffement des océans. On le sait, avec un réchauffement climatique global de 2 degrés Celsius, les récifs coralliens tropicaux sont déjà menacés de disparition à près de 99% d'ici la fin du siècle. C'est considérable, c'est catastrophique. Et malheureusement, ce dernier rapport GIEC, il nous annonce qu'on se dirige plutôt vers un réchauffement de plus 3,2 degrés Celsius au lieu des 1,5 degrés qui étaient recommandés et préconisés notamment par les accords de Paris. Donc là aussi, on est vraiment à la ramasse. Et il faut savoir que aux alentours de ces 2 degrés Celsius, on a atteint vraiment un point de bascule, un seuil critique au-delà duquel les changements vont devenir de plus en plus rapides et abrupts et souvent de façon assez durable et irréversible pour les écosystèmes marins. C'est notamment déjà le cas des coraux et des algues qui ont atteint ces seuils critiques. Donc voilà. Donc l'idéal serait d'arriver à rester
dessous de ces 1,5 degrés de réchauffement climatique et on se dirige plutôt vers les 3,2 degrés, nous apprend ce dernier rapport GIEC. C'est pas très réjouissant. T'inquiète pas, il y a des bonnes nouvelles et des mesures surtout qui arrivent à la fin de la vidéo. J'essaye de te faire l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce réchauffement aussi qui n'est pas que climatique, mais c'est aussi le réchauffement de l'océan, comme je te disais. Ce dernier rapport, il nous apprend que ces réchauffements de l'océan et les vagues de chaleur sous-marine, on parle vraiment de canicules sous-marines là aussi, ou d'incendies sous-marins, elles sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses et aussi sur des durées souvent plus longues. Là où des fois on avait un épisode qui durait peut-être qu'un mois ou quelques jours l'été, ça a tendance à commencer de plus en plus tôt en saison et à s'éterniser de plus en plus tard, septembre, octobre. Tu le vois, l'été dure globalement, on a une belle saison si on peut dire d'été qui dure longtemps, mais du coup ça a aussi des conséquences sur la mer. Ce qui a des conséquences, ce réchauffement de l'eau sur la circulation océanique, et on le sait que beaucoup de, que l'océan et les échanges thermiques entre l'océan, entre les eaux froides et les eaux chaudes, ça permet aussi de maintenir un certain degré de, et de limiter un certain degré de réchauffement climatique et de réchauffement des eaux. Le problème, c'est que si trop d'eau se réchauffe, trop d'un coup, on peut plus tempérer la température globale de l'eau, si je puis dire. Évidemment, ça va aussi être responsable de la fonte massive des glaciers et du coup d'une élévation du niveau de la mer. Tu en entends souvent parler, malheureusement. Donc, ce qui veut dire élévation du niveau de la mer dit aussi risque d'incidents, comment je peux dire, pas climatiques, mais tsunami, débordement, et érosion des littoraux aussi, bien évidemment, en augmentation, c'est-à-dire de plus en plus fréquent, avec des degrés et des intensités de plus en plus extrêmes. Là aussi, ce qui va conduire très vraisemblablement à un recul des populations dans les terres. Voilà pour ce point-là, mais comme je te dis aussi, le réchauffement de l'eau, c'est pas que la température de l'eau, mais ça a un impact aussi sur tous les écosystèmes marins, notamment avec les changements de température et de composition de l'eau. Ça va aussi jouer sur l'acidification des océans. Qui dit acidification dit dégradation de tous les organismes calcaires. On peut penser notamment aux coquilles des mollusques, aux coraux bien évidemment, mais voilà, il n'y a pas que les coraux, il y a énormément d'autres écosystèmes marins qui sont impactés par l'acidification de l'océan, mais aussi ça va être un changement de salinité de l'océan, une désoxygénation des masses d'eau, et du coup qui dit mauvaise oxygénation dit baisse de l'apport en nutriments des eaux. Donc là encore, tous les écosystèmes marins vont avoir moins à se nourrir. Du coup, on risque d'avoir une baisse au niveau des populations marines, des poissons, des ressources. Donc là encore, évidemment, une baisse des ressources alimentaires ou économiques pour certains pays qui sont capitales. Comme je te disais, les vagues de chaleur marine ont augmenté au cours du dernier siècle, et ce rapport GIEC nous apprend que cette augmentation, elle est environ de 45% d'augmentation, ce qui est absolument considérable. Les canicules sous-marines, elles ont un impact sur les espèces marines qui créent des hausses de mortalité, mais aussi qui créent quand je dis les espèces marines, que ce soit les crabes, les poissons, les crustacés, les cétacés, les étoiles de mer, les coraux, tout ce que tu veux, mais aussi, évidemment, ça dégrade tous les herbiers sous-marins, toutes les forêts sous-marines, les mangroves aussi dans les zones tropicales, ce qui, là encore, a un impact sur le stockage du carbone, puisqu'on sait que ce sont des écosystèmes qui participent de concert avec les forêts, comme la forêt amazonienne, au stockage de carbone. Voilà à peu près les grands axes du rapport GIEC, quelques axes importants à retenir au niveau de la situation de l'océan global. Donc maintenant qu'on avait un petit peu l'état global de l'océan face au changement climatique, on va voir ce que nous préconise le rapport GIEC de faire pour préserver l'océan, parce que heureusement, il nous propose aussi des solutions et plus que des pistes de réflexion, des pistes d'action. Donc je l'ai abordé un petit peu dans des conséquences du statut de l'océan et de ses dégradations. Évidemment, les aires marines protégées sont une des grands champs d'action
promues ou plébiscitées par les rapports GIEC. Il faut que ces zones soient protégées et protégées strictement afin de préserver la biodiversité qui s'y trouve. Le problème, comme on le voit, c'est qu'il y a pour l'instant pas assez d'aires marines protégées et que les aires marines qui sont protégées pour l'instant ne sont pas assez protégées. Il faut qu'elles soient d'une protection plus élevée, plus restrictive dans ce qu'elles permettent de faire et que les activités humaines y soient vraiment limitées au strict minimum, voire interdites dans certains cas, au moins sur des durées de temps définies. Mais pour l'instant, les aires marines sont très balbutiantes. On sait qu'on a de très bons résultats avec, mais on sait que pour qu'il y ait de très bons résultats, il faut qu'elles soient extrêmement encadrées et avec des règles extrêmement pas sévères, mais strictes et fixes, et que pour l'instant on a un peu tendance à avoir, voilà, comme je te disais, autant d'aires marines que de gestionnaires, et que voilà. Il y en a qui ne portent d'air marine que le nom d'air marine et qui au final ne protègent pas grand chose. Donc il faut vraiment accélérer la création et l'efficacité des aires marines d'ici 2030. Et on en est encore très loin. Évidemment, avec ces aires marines, ce qui va de concert, c'est la restauration écologique. On le voit notamment, et on a vu les résultats avec les transplantations de coraux, les restaurations de coraux. Les préserver, c'est l'idéal, mais dans les endroits qui ont déjà été touchés, déjà décimés, restaurer les écosystèmes au maximum. Ça vaut pas que pour les coraux, mais ça vaut aussi pour toutes les zones humides, les mangroves, les marais, les marécages. Voilà. Il faut replanter, il faut rétablir des prés salés aussi, des zones humides, des zones salées, et évidemment, avec la restauration, il faut limiter l'urbanisation des littoraux et limiter les activités humaines sur des zones de biodiversité charnière, des zones vraiment riches en biodiversité comme les marais, comme les mangroves, comme les récifs coralliens. Il faut éviter qu'il y ait trop d'urbanisme et d'urbanisation à proximité, trop d'activités humaines dégradantes et impactantes à proximité. Ça comprend aussi évidemment le tourisme. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme autre mesure? Évidemment, une gestion durable des pêches. On ne va pas interdire la pêche complètement. Il y a trop de peuples et de populations qui en dépendent entièrement. Nous, on a la chance d'être dans un pays où on peut se passer de la nourriture de poissons, ou du moins en partie où on peut réduire, mais il y a des gens pour qui c'est, encore une fois, le seul apport protéiné dans leur alimentation. Donc l'idée, c'est plus de gérer, de limiter des pêches pour qu'elles soient durables et pour qu'elles permettent aux stocks marins de se reconstituer, parce qu'on est à un point où on prélève plus que ce que l'océan a le temps de se régénérer. Donc là encore, c'est comme les aires marines, c'est comme la restauration écologique. Ce qu'on veut, c'est laisser le temps à l'océan de se régénérer. Ça se passe comment? Par la fixation de quotas de pêche, évidemment. Un changement des maillages des filets, je t'en ai parlé, des problèmes que ça pose, notamment avec le problème des échouages de cétacés qu'on a actuellement en France. Il faut des tailles de maillage qui ne prélèvent pas les plus jeunes individus pour qu'ils aient le temps d'arriver à une maturité sexuelle pour se reproduire et pour reproduire les stocks de poissons ou de crustacés, c'est le même problème, parce qu'à l'heure actuelle, on prélève aussi des individus trop jeunes qui n'ont pas atteint la maturité sexuelle, qui n'ont pas atteint un âge de reproduction. Donc on est en train d'épuiser les stocks, notamment sur certaines espèces de poissons. Évidemment, avec ces histoires de maillage et de quotas, tu l'auras compris, on voit aussi des techniques de pêche qui ratiboisent pas complètement les fonds océaniques et qui sont pas en train de détruire nos coraux, de retourner tous les sols marins, bien évidemment, et évidemment l'interdiction du chalutage profond et de la pêche électrique sont parmi les mesures de gestion de la pêche que nous propose le rapport GIEC. Enfin, bien entendu, l'une des actions principales, que ça soit au niveau de l'océan ou à tous les niveaux, c'est diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. C'est primordial pour nos écosystèmes marins et ça passe par des actions telles que décarboner le transport maritime, développer des énergies marines renouvelables, réduire dans l'océan les pressions qui peuvent être liées aux activités humaines, comme je te disais, qu'elles soient des activités humaines en lien avec les pêcheries ou en lien avec le tourisme, le loisir maritime, mais encore une fois aussi le transport maritime, pas dans le sens que
du déplacement de voyage, mais aussi le transport maritime dans le sens de toutes les marchandises que l'on achalaande par la mer et qui transitent par la mer. Voilà un petit peu pour toutes les propositions concrètes de ce rapport GIEC. Et évidemment, tu comprends que tout ça, ça passe par une gouvernance plus juste, plus inclusive, des ressources de l'océan, et ça se passe à un niveau global et mondial avec une meilleure allocation des ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient aussi dans le renforcement de la coopération entre les différents pays, parce on est encore à un stade où nos ODD ils sont pas remplis et où les pays émergents ne rattrapent pas encore les pays les plus développés, et les pays plus développés ne tendent pas toujours autant la main que ce qu'il faudrait aux pays émergents. Il faut vraiment arriver à une meilleure gestion et une meilleure circulation de toutes ces ressources. Et pour ça, évidemment, ça passe par des gouvernances internationales qui permettent de mettre un petit peu tout le monde d'accord et de faire l'intermédiaire entre toutes ces parties à la fois prenantes et à la fois qui sont des acteurs indispensables à ce problème de changement climatique et de changement de l'océan, si je puis dire. J'espère que j'ai fait à peu près le point là-dessus. J'ai pas trouvé énormément de ressources concernant les questions en lien avec le deep sea mining, qui est pourtant une problématique océanique absolument terrifiante et désastreuse. Si tu ne connais pas ce problème-là, je te renvoie au podcast Baleine sous gravillon. Je te mets le lien, qui a eu 4 épisodes qui en parlaient très très bien. Si je trouve des ressources plus en lien là-dessus, avec le rapport GIEC, je te donnerai les ressources. J'ai pas trouvé grand chose là-dessus. Après, j'ai pas eu le temps de tout creuser de fond en comble, donc je te fais une petite mise au point sur ce qui en est ressorti. Les idées principales, les idées globales, on va dire. Évidemment, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures et des heures. L'idée, c'est pas de te faire un cours d'université là-dessus. Il y a des écologistes bien plus compétents que moi pour t'en parler, mais l'idée, c'est que si tu sais pas du tout de quoi on parle, de quoi il est question, ça te donne des premières pistes de réflexion pour aller creuser par toi-même. Je te mets un document absolument passionnant à lire, qui est fait par la plateforme Océan et Climat, que j'adore, qui est une des meilleures plateformes de vulgarisation en termes de questionnement océanique, de préservation de l'océan, de préservation de l'environnement, qui nous a fait un très très bon rapport, bien plus poussé que ce que j'ai pu te dire brièvement sur ces questions en lien avec le rapport GIEC et avec la préservation de l'océan. Le lien est dans la description. Voilà, j'espère que je t'aurai aidé à y voir un peu plus clair, à comprendre les points les plus cruciaux. Je te dis à bientôt et continue à prendre soin de l'environnement et de notre océan. Merci pour tout ce que tu fais déjà, ne serait-ce que d'être là et de regarder cette vidéo, de t'informer et de réfléchir à ton impact et à toi ce que tu peux faire et à comment tu peux œuvrer aussi, ne serait-ce qu'en transmettant l'information. C'est déjà super important que tu sois là à partager, à te renseigner, à faire ne serait-ce que les formes de te renseigner pour toi, de t'informer, de te questionner. C'est déjà le premier pas et on est de plus en plus nombreux dans cette démarche. Donc oui, ces rapports, ça n'apporte pas que des bonnes nouvelles, mais ça te montre aussi qu'il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ces questions, qui s'en préoccupent vraiment fondamentalement et qui sont en train d'agir. Donc c'est pas désespéré, et plus on en parle, plus les gens et la grande population comme toi et moi qui ont l'impression que rien ne se fait et que tout est désespéré, prennent conscience que non, rien n'est désespéré, que tout est en train de se jouer maintenant et qu'il faut qu'on agisse tous dans toutes les sphères et à tous les niveaux. Je fais pas plus long, je te dis à bientôt. J'espère que je t'aurai aidé à y voir un tout petit peu plus clair et surtout que je t'aurai donné envie de t'y intéresser, de donner des pistes par où commencer. À bientôt mes petits poissons!